Bonsoir, bienvenue à Café Noir, à notre regard sur le monde. Je suis Gilbert Daoued des éditions Avatar et ce soir, le coup de gueule de Nicolas Bonal sera le totalitarisme occidental. Avant de commencer l'émission, un grand merci pour vous tous. En janvier, nous avons finalement dépassé les 1000 abonnés. Notre prochain objectif, 1000 de plus en 6 mois. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire gratuitement en un simple clic. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et le pouce levé. Cela dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors Nicolas, pourquoi le totalitarisme occidental? Évidemment, le terme totalitarisme est un peu creux, à mon sens. Par exemple, on a longtemps cru que le citoyen soviétique était totalitaire, ou qu'on avait créé ce que l'autre appelait un citoyen, un homo soviéticus. En réalité, les gens étaient tout à fait normaux, comme dirait l'autre, tout à fait comme nous, et je dirais même un peu mieux que nous. Et c'est par hasard d'ailleurs si j'ai beaucoup de copains anti-système qui, comme moi, ont épousé une fille venue de l'autre côté du rideau de fer. C'est pas du tout polémique, ce que je veux dire. C'est simplement une constatation. Le totalitarisme occidental actuellement fait rage de toutes parts. Donc, on parle déjà d'arrestation et d'intervention de l'armée à Ottawa. Si je peux t'interrompre, oui. Il y a 2 jours, j'étais à un bar pâtissier glacier à côté de chez moi là, qui ne contrôlait pas les passes sanitaires. Oui, tant mieux. Et la police municipale est arrivée. J'ai dû m'exfiltrer par la sortie de secours. Ah oui, ben alors ça c'est pas normal parce que ici c'est impensable. La police, elle est copain avec les cafetiers, elle est pas là pour emmerder. Mais tu te rends, je pense que quelqu'un l'a dénoncé, mais tu te rends compte, oui. Il y a quelques années, quand on était à la fac, tu me disais qu'un jour j'allais m'échapper de la police municipale parce que je prenais un café. C'est hallucinant. Tu sais, on oublie beaucoup les slogans de notre jeunesse et on parlait des vieux cons. Aujourd'hui, les vieux sont encore plus cons que les vieux cons de notre jeunesse. Et il y avait l'expression sur la petite vie parisienne, quand on voit le niveau d'esclavage des Parisiens, il est pitoyable. On disait métro, boulot, dodo. C'est en fait ça qui crée le citoyen totalitaire. Et justement, j'ai publié un texte là, ce matin sur le blog qui va être repris par d'autres sites sur cette origine du totalitarisme en France. Et je me suis basé sur les textes de Tocqueville et de Marx. Et donc, Tocqueville parle du citoyen qu'on est bête, qu'on comprime, qu'on énerve, au sens étymologique, on lui enlève tous les nerfs. Et c'est le fameux passage sur la destruction en fait de tout instinct démocratique et de tout instinct de liberté chez les individus par les démocraties modernes. Et Tocqueville parle de cet état qui va ôter à l'individu l'usage de lire et de penser et même de vivre. Et puis ensuite, il y a un autre élément qui est assez important, c'est cette idée de la dégradation du citoyen. Tocqueville dit qu'en démocratie, le système s'attaque à l'âme et ignore le corps, alors qu'en dictature finalement un peu autoritaire, on a des citoyens qui ont peut-être un peu peur de l'État comme ça, mais finalement, l'esprit reste libre. C'est d'ailleurs ce que disait Guy Debord dans les années 80 déjà, dans le fameux texte Commentaire sur la société du spectacle, que je ne cesse de citer parce qu'il me paraît en fait littérairement splendide. Et ensuite, sans doute, le texte le plus important pour comprendre la fin du XXe siècle et surtout l'avènement du XXIe siècle totalitaire, tous azimuts et fou que nous voyons actuellement, que ce soit en Australie, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe et ailleurs, parce que finalement, l'idée de la résistance russe ou chinoise au totalitarisme fera rire tous les esprits libres. On est assez d'accord. Donc le totalitarisme a quelque chose en effet d'effrayant puisque c'est un mélange en fait d'un État autoritaire qui se mêle de tout, comme dit Tocqueville, et d'un citoyen dégradé qui tolère tout et qui tolère qu'on lui ôte l'usage de lui-même. J'aime beaucoup cette expression. Alors il y a eu une accélération de cet État totalitaire mondial depuis les années 60. Et je vais citer 3 lignes de Guy Debord qui date de 1960. J'ai en fait lu le livre de mon ami Christophe Bourseillet sur Guy Debord. Je l'ai mort de Guy Debord. Et Debord écrit ça dans sa revue situationniste, la numéro 7. La construction des abris anti-atomiques dans le courant de l'année 1961. Ça m'intéresse parce que c'est l'année de ma naissance. Et certainement le tournant décisif de la guerre froide. Un saut qualitatif dont on distinguera plus tard l'immense importance dans le processus de formation d'une société totalitaire cybernétisée à l'échelle planétaire. On y est. Et en 1961, bravo Guy Debord et bravo les situationnistes. Je rappelle que Guy Debord ne faisait pas tellement de différence entre l'Occident et le camp communiste qu'il baptisait un camp de capitalisme bureaucratique.
Et finalement, aujourd'hui, quand on voit Biden, quand on voit Macron, quand on voit Boris Johnson et quand on voit l'Europe de von der Leyen, c'est en effet un capitalisme bureaucratique qui transforme de plus en plus les gens qui sont dépendants en choses. Et les gens acceptent de devenir des choses, comme je ne cesse de le dire depuis que nous avons commencé cette émission. Alors évidemment, en ce moment, on a quelques bonnes nouvelles. Je vais quand même les donner parce qu'on va m'accuser d'être de mauvaise foi. Donc on a Peter Thiel, je viens de l'apprendre. Peter Thiel sur Zero Hedge a décidé de rejoindre Donald Trump. C'est plutôt mieux que rien. Ouais. Peter Thiel, je crois que c'est le monsieur de PayPal, un milliardaire. On a Elon Musk qui a soutenu les routiers. Donc, est-ce que Biden va envoyer l'armée américaine massacrer les routiers d'Ottawa? On le saura. Il aurait la bénédiction de France Inter. Alors, évidemment, il y a une petite interrogation. Pourquoi ce lâchage soudain du passeport vaccinal? Est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est simplement momentané? Enfin, on peut dire qu'en ce moment, on est dans une zone de tremblement, une zone d'hésitation, et que peut-être la bande des voyous attend 2 ou 3 mois avant de lancer l'offensive suivante. Il est certain aussi que l'élection en France joue un petit rôle, même si on est à peu près tous persuadés malheureusement que Macron sera réélu pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas reprendre ici, malheureusement. Mais bon, il y a un moment d'hésitation dans le délire totalitaire occidental. Donc moi, j'ai publié un texte ce matin sur mon blog qui a déjà été repris sur certains sites comme Nouveau Monde, sur le totalitarisme occidental. Ce n'est pas une exagération, je crois que Marcuse en parle déjà dans L'homme unidimensionnel, qui est un livre excellent. Marcuse a été très souvent critiqué par les antisystèmes de droite ou par des complotistes lambda. Je trouve que le bouquin était excellent et sur cette vision un peu cybernétique de l'être humain qui est là pour manger, bouffer, faire 3 gosses, avoir un job, aller le week-end avec son bateau à moteur sur le lac Powell, c'est ce que raconte très bien Marcuse dans son livre, ensuite rentrer, et de temps en temps, il va voter républicain ou il va voter démocrate. Est-ce que c'est ça l'idéal humain? Non. Bernanos en a très bien parlé. Il a dit qu'au XXe siècle aussi, l'homme ne luttait pas comme au XIXe siècle pour la liberté, mais contre. En effet, il n'a pas tout à fait tort. Il y a eu que des guerres coloniales, anticoloniales, pour le totalitarisme, pour le communisme, pour le fascisme, pour soi-disant la démocratie à coup de Hiroshima et de bombardement de Dresde, et ensuite la création d'un État moderne qui peu à peu réduit complètement nos options. Stefan Zweig, en tant que victime juive du nazisme, parle très bien aussi de la montée de l'autoritarisme de l'État moderne, y compris en démocratie. Et certainement dans les causes du suicide de Zweig en 1941 à Petropolis, où j'ai vécu d'ailleurs au Brésil, Zweig mentionne le fait que les démocraties modernes ne sont pas tellement plus cool que les totalitarismes, les prétendus totalitarismes dits modernes. Ce sont des États solides qui imposent des normes complètement dantesques pour tout un tas d'activités, y compris le voyage. Et aujourd'hui, avec les histoires de virus, etc., c'est devenu total. Asselineau en a parlé dans sa dernière vidéo qui a fait 200 000 auditions, donc c'est assez bon, j'étais assez content parce que j'ai de l'estime pour Asselineau, même si évidemment, toi et moi, on est plutôt pour qui tu sais. Mais Asselineau parlait donc de cet Occident qui renonce à ses idéaux de liberté, qui veut faire la guerre partout, y compris la guerre nucléaire contre la Russie pour obéir à Blinky et à Biden, et puis cet Occident dégénéré qui veut aussi priver tous ses citoyens d'énergie et de liberté. Alors justement, à ce propos, je viens aussi de lire Charles Sana, c'est l'avantage d'Internet, on est tout le temps en train de capter des informations. Et Sana disait qu'il n'y avait qu'1% de voitures électriques en France. Et il y a 55% de diesel et que le parc automobile a plus de 11 ans. Donc on se demande, on a fait toi et moi une émission sur la dictature verte qui a très bien marché, on se demande comment ces abrutis vont pouvoir imposer l'interdiction des voitures dans les villes. Ils vont paralyser intégralement tout le trafic vu que les gens n'ont pas de voitures électriques, sauf les plus riches. Moi, le seul endroit où je connais où presque la moitié des gens ont des voitures électriques, c'est Monaco. Mais à Monaco, le PNB est 15 fois celui de la France. Donc, on se moque totalement du monde. Les gens n'ont plus les moyens de s'acheter une voiture nouvelle parce qu'ils sont ruinés, quoi qu'en disent les médias. Et les gens donc, ont des voitures qui ont 11 ans et les gens ont encore 55% de diesel. Et je rappelle qu'on arrive dans ces zones où il ne faut plus polluer, c'est-à-dire une dizaine de soi-disant métropoles françaises grotesques, et les gens ne pourront plus du tout circuler en automobile. Qu'est-ce qui va se passer quand le gars devra sortir en voiture ou mourir de faim, de froid chez lui et ne pas pouvoir aller travailler? Il y a un moment, il ne va pas pouvoir s'acheter une voiture à 40 000 euros électrique allemande ou autre pour pouvoir aller bosser. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement affolant dans ce système. Alors, en effet, ça aussi, je trouve que ça rejoint assez bien le totalitarisme.
Il y a une espèce de folie dans le totalitarisme soviétique, c'est-à-dire de voir que les gens n'avaient pas de quoi manger, ou ils devaient faire la queue pour n'importe quel service, où ils n'avaient pas de petits produits, etc. Moi, je le vois parce qu'on en a parlé avec ma femme qui a été élevée dans ce système. C'est dommage pour eux parce que finalement, le système de capitalisme bureaucratique, quoi qu'en pense Debord et compagnie, c'est mieux que le système actuel qu'on a en Occident. Et c'était plus égalitaire et il y avait moins d'injustice. Et les gens étaient quand même tous convenablement éduqués, ce qui n'est plus le cas en France, puisque la lettre publiée par mon ami Plaquevent sur Stratificat de Timmermans sur l'effondrement de l'éducation en France. C'est-à-dire que c'est le premier poste budgétaire, mais on a des enfants qui sont analphabètes sur le plan littéraire, sur le plan mathématique et sur le plan scientifique. Moi, j'ai connu une élève que j'ai formée pour avoir le bac, qui était une très bonne élève, elle ne savait pas qui était Rabelais. C'est emmerdant quand même, parce que Rabelais, c'est quand même le gars qui a inventé les moutons de Panurge, tu vois. Donc on en est arrivé à, en effet, une société d'idiocratie, comme on a déjà dit, qui est également aussi la base du totalitarisme rêvé des uns et des autres. Mais on savait que les soviétiques, même Solzhenitsyn l'a reconnu, que les soviétiques avaient un niveau d'éducation excellent. Et on se doute que le niveau d'éducation en sciences, en technique et en d'autres matières qu'on ne connaît pas en Chine est remarquable. J'ai un lecteur qui est rentré de Chine récemment, il est musicien, il m'a dit il y a 60 millions de violonistes en Chine, la population de la France. Le violoniste, c'est quand même pas un instrument très simple. Tatiana en joue, c'est vraiment pas simple le violon. Il y a 60 millions de violonistes en Chine. Là, on a un système éducatif qui marche. Le système totalitaire occidental est abruti, il est violent, il menace. Il a détruit tout un tas de pays arabes pour un tas de raisons inexplicables ou qu'on n'a pas le droit d'expliquer, comme tu le sais. Et puis, évidemment, c'est aussi un système qui abrutit complètement ses citoyens, qui les rend obèses, qui les rend incultes, qui les rend incapables de danser ou de faire quelque chose. Moi et ma femme, on a publié un livre sur la comédie musicale. C'est justement pour montrer la différence qu'il y avait entre une époque où tout le monde savait danser, tous les couples savaient danser. Dans chaque petite ville, il y avait plusieurs orchestres. Maintenant, c'est impensable. Les gens sont des analphabètes artistiques et intellectuels. Ils ne sont juste bons qu'à regarder la télé, à écouter BFM ou France Inter. C'est le mondialisme woke et gauchiste qui s'est développé et qui est devenu de plus en plus autoritaire parce que malheureusement, le citoyen étant dégradé, comme le dit Tocqueville, il n'a pas la capacité de résister intellectuellement au système. Alors, en ce moment, en effet, il y a eu tellement d'exagération que les gens se sont un peu réveillés sur Internet, ça clique, etc. Qu'est-ce que ça va donner au niveau électoral? On ne le sait pas, même pas aux États-Unis. On espère qu'en effet, quelques-uns de ces multimilliardaires arrêtent le délire woke et le délire gauchiste et avec des gens comme Peter Thiel, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou Elon Musk qui soutient les routiers, on va arriver à un peu plus de démocratie et à une espèce de régénération démocratique en Occident. C'est pas gagné, je trouve. Ça n'est pas gagné du tout. On peut donner des dizaines ou des milliers d'exemples, mais à aucun moment, tu as un sentiment de révolte. À aucun moment, tu as un sentiment de protestation. On s'est fait baiser, mais on est bien content. Alors ça, en effet, c'est un problème, c'est comme la guerre de 14-18, 4 ans de meurtre contre les Allemands, et puis en 1920, on leur dit, allez, on va faire la Société des Nations, et maintenant, on est tous potes. L'histoire de l'occidental depuis 2 siècles, c'est l'histoire du foutage de gueule, il faut bien le dire. C'est pas une histoire qui fait honneur. Alors, ça se maintenait parce qu'il y avait un niveau culturel, qu'il y avait encore des génies, qu'il y avait encore des grands écrivains, des grands musiciens, et qu'il y avait encore une souche créative, et puis progressivement, on a vu qu'à partir des années 1950, au moment où parle Marcuse de l'homme unidimensionnel, cette souche s'effondre totalement. Pasolini, qui était aussi marxiste et chrétien, en a parlé dans les années 70 en Italie. Il a même parlé aussi à l'époque de la dégénérescence de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'on abandonnait une énorme source d'inspiration spirituelle et culturelle qui était le christianisme. Il l'a dit comme ça. Et on est arrivé à ce pape désastreux. Je suis affolé de voir aussi ce que sont devenus les cathos en France depuis une vingtaine d'années. Et ils ont suivi toutes les involutions de ce pape. Donc tout cela aboutit donc à créer d'un côté le système dont parle Tocqueville qui comprime, énerve et bête les citoyens, le système dont parle Paul Virilio qui les dissuade, et on a de l'autre côté le citoyen dégradé qui est en fait l'essence du système totalitaire. Une dictature, c'est quand il y a un méchant qui tape sur des braves gens. Là, on n'a pas tellement l'impression de ça. On a une bonne collaboration d'une bonne partie de la population, peut-être plus majoritaire en ce moment en France parce que le système est allé trop loin. Il a parié sur le mauvais cheval. Ce qui est étonnant, Nicolas, c'est que en fait, le mouvement populaire vient d'un pays qui n'a jamais bougé avant, c'est-à-dire le Canada. Oui, oui, je suis allé plusieurs fois au Canada. C'est en effet des gens qui n'ont aucune créativité non plus. Il y a eu le Québec à la grande époque. Mais enfin, alors, parlons du Canada, oui, je trouve que c'est très bien. Comme société totalitaire, on a un très grand cinéaste, qui est le plus grand cinéaste francophone, puisque cinéma français, il n'y a plus rien depuis très longtemps, depuis Audiard, on va dire, pour être gentil. C'est Denis Arcand. Denis Arcand est devenu connu à cause d'un film assez faible dans les années 80, mais qui a eu du succès parce qu'il parlait de cul et qu'il avait un titre amusant, Le déclin de l'Empire américain. Ensuite, il a fait
un chef-d'œuvre, Jésus de Montréal, un peu marginal, mais là aussi sur la fin du catholicisme, c'était assez frappant. Et puis alors, il a fait un chef-d'œuvre, il faut que j'en fasse la propagande, qui s'appelle L'Âge des Ténèbres. Et on est en 2006 ou 2007 au Canada, on porte des masques. Le personnage principal est psychiatre social dans un immense tunnel souterrain étatique. Il reçoit des pauvres gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, y compris des profs qui se font torturer par leurs élèves. Il a une vie d'une banalité totale et alors il rêve qu'il est un héros de film hollywoodien, qu'il a des filles superbes, qu'il combat très bien, etc. Ce qu'il y a d'intéressant dans le système d'Arcan, c'est qu'il montre que la bureaucratie québécoise est terrifiante. Elle était déjà pas marrante au XVIIe siècle. Je conseille des livres pour ceux qui sont nostalgiques de Roi de France et du reste, pour voir comment était gérée la pauvre ville de Québec et la pauvre ville de Montréal, avec des gens qui étaient réduits en l'état d'esclavage dans cette société déjà, pas esclaves au sens anglo-saxon, indentured servants, mais qui est extrêmement soumis. Et donc, à partir des années 50, s'est développé un État scélérat québécois qui a progressivement tout bouffé les libertés, qui s'est wokisé à fond sur les thèmes sexuels, antiracistes et tout ça, et qui ensuite, avec les différentes crises sanitaires qui ont commencé depuis le début des années 2000, avec les SARS, avec les anthrax, avec les SARS-2, SARS-6, etc. Enfin, on se croirait dans une série Star Trek, SARS-Trek, et les gars ont fini par être intégralement écrasés par leur État. Moi, j'ai des amis qui, je suis repris beaucoup par les sites québécois, donc j'en parle avec plaisir. Il y avait mon ami Patrice Perrier, qui écrit Moi maintenant c'est dommage et qui a beaucoup parlé aussi de ça, dans une lettre que j'avais publiée sur Réseau International. Et il y avait aussi Nouveau Monde, CA, qui reprend mes textes, et Stroberg, le code patron du site, Joseph Stroberg, et lui, donc, voit aussi très bien cette espèce d'entropie canadienne et québécoise totale, de citoyens gentils, dégradés, qui est très bien décrit, donc, comme je le disais, dans les films de Denis Arcand, en particulier L'Âge des Ténèbres. Et en effet, on voit que l'Empire américain ou l'Empire moderne ou l'Empire du monde moderne est devenu un nouvel Âge des Ténèbres et est devenu surtout une matrice pharmaceutique, médicale, scolaire, éducative, technologique, qui a progressivement tout dévoré. Il y a un auteur que je n'ai jamais cité, mais pour qui j'ai une certaine estime, c'est Ivan Illich. Mais je n'ai pas envie de parler d'Ivan Illich, j'ai juste envie de dire qu'une chose qui m'a beaucoup amusé sur le Wikipédia en anglais sur Ivan Illich. Ivan Illich, donc très sommairement, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui remet en cause, comme moi, les bases de l'éducation, du système, de l'État-providence, et il voit les menaces que ça fait peser sur la société et sur l'esprit, sur la liberté. Il était référencé par le Parti socialiste jusqu'en 1981. Quand les socialistes ont gagné les élections, qui n'ont plus lâché, parce que finalement, ils sont au pouvoir en France depuis 1981, on le voit, c'est ce qu'a dit Maître de Castelnau. C'est une dictature, un putsch de la haute fonction socialiste, de la magistrature socialiste et de tout un tas d'autres choses, mais liées au Parti socialiste, c'est extrêmement fort. Zemmour l'a rappelé ce matin sur France Inter, il a bien fait. On a Ivan Illich qui est censuré. Du jour au lendemain, les socialistes arrivent au pouvoir. Il n'est plus question de remettre en cause le système éducatif. Il est juste question donc de faire ce qu'ils ont fait depuis, abrutir les gens et les Français et les rendre un peu plus socialistes ou un peu plus gauchistes à chaque fois. Donc après ça, on arrive à créer cette espèce de totalitarisme mou, qu'il était jusque-là, qu'il est de moins en moins, parce que ne pas avoir le droit d'aller au café, ce que tu disais tout à l'heure, chez le glacier, et ne pas avoir le droit bientôt d'entrer dans les supermarchés, c'est légèrement emmerdant quand même. Donc ça devient un totalitarisme hard, extrêmement dangereux, qui a, comme je viens de le rappeler pendant ma petite allocution, là, des origines assez anciennes en Occident. La notion de recette, finalement, c'est créer l'homme nouveau de Saint-Just. On en revient toujours à le bonheur est une idée neuve en Europe. Bon, ils veulent à chaque fois faire du neuf. Et évidemment, pour faire du neuf, il faut détruire tout ce qui a été fait avant. Et malheureusement, quand ce qui a été fait avant, c'est ton corps, ton esprit, ton cadre de vie, ta maison, ta famille, tes enfants, etc., ça devient un peu dur à supporter. Espérant que le citoyen dégradé qui m'écoute finira enfin par se réveiller. Pas seulement mon lectorat, qui est de plus en plus nombreux, et je l'en remercie. C'est la parole de la fin, je pense, pour cette émission. Donc, merci Nicolas. Je donne rendez-vous aux auditeurs à ton prochain coup de gueule. Au revoir.